bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons, comme le disait Dorian juste avant, la grande chance d'accueillir aujourd'hui Roxane Dubois, aspirante FNRS depuis octobre 2019, ici à l'Université catholique de Louvain, sous la direction donc, de Charlotte Langor. Donc, après un bachelier à Namur, suivi par un master ici d'archéologie gréco-romaine à l'UCI-Louvain, elle a eu du coup, dans le cadre de son mémoire, l'occasion déjà de mener des recherches sur ces palais protopalatiels, en l'occurrence surtout le quartier mu du palais de Malia, et l'étude donc sur les fonctions des différentes pièces et sur l'articulation des bâtiments à travers les interactions matérielles. Donc elle participe également activement aux fouilles sur les sites de Sisi avec l'école belge d'Athènes, mais également à Malia avec l'école française d'Athènes. Et du coup, depuis 2019, comme je l'indiquais, elle a entamé ici un doctorat à l'UC Louvain sur cette même époque, également donc sur des palais d'époque protopalatiale, en s'interrogeant donc cette fois-ci sur leurs relations entre les sites, mais également avec la région. Mais elle aura l'occasion de beaucoup plus vous en parler que moi en profondeur donc, dans cette présentation. Je remercie donc vraiment vivement Roxane d'avoir accepté de nous partager ces recherches et de participer du coup à cette dernière séance de la saison. Je lui laisse avec très grand plaisir la parole et je vous invite d'ici là donc à réfléchir. Si vous avez quelques questions, à les noter pour qu'on puisse lui poser ces questions. Donc à la fin de la séance, nous aurons donc 10-15 minutes de discussion donc à cet égard. Donc voilà, donc bonne conférence à toutes et à tous et encore merci Roxane. Merci beaucoup Dorian et Anthony. Donc je vais partager mon écran. Une petite seconde. Alors. Non. Alors. Bon. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, c'est parfait. Super. Voilà. Bien, tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir conviée aujourd'hui pour pouvoir vous présenter en fait mon sujet de recherche doctorale, donc qui concerne les communautés de pratique et les régionalismes au temps des premiers palais minoens. Donc, il est bien évident qu'étant donné que je suis encore voilà, un petit peu avant la moitié de ma thèse, il s'agit ici plutôt de vous présenter le sujet, de vous présenter la période qu'est-ce que la Crète protopalatiale, pourquoi cette recherche et quels sont les régionalismes qui ont suggéré d'entreprendre cette recherche, et également vous présenter en fait, la méthodologie que je souhaite adopter pour ma recherche doctorale. Donc, je vous propose tout d'abord de vous introduire brièvement avec la Crète protopalatiale, donc le cadre chronologique et géographique. Donc, au niveau de la géographie, donc la Crète se situe dans le bassin égéen. Et c'est comme vous le voyez, une île qui est quand même assez conséquente en taille. Donc vous avez ici indiqué les 3 palais principaux de l'époque protopalatiale, donc qui sont Malia et Knossos sur la côte nord et Phaistos sur la côte sud. Alors comme vous le voyez, la Crète est quand même une île qui a un relief assez marqué, et ce qui a suggéré pendant longtemps que déjà de ce fait, des régionalismes devaient exister, parce que voilà, on a des régions qui sont assez fragmentées, assez segmentées par le relief. Alors, au niveau de la chronologie, donc l'époque minoenne, comme on l'appelle, couvre en réalité 4 périodes. La période prépalatiale qui s'étend de 3100 à 1900, la période protopalatiale, ou celle dite des premiers palais en fait, qui s'étend de 1900 à 1700 et qui est celle qui va nous occuper aujourd'hui, suivie de l'époque néopalatiale qui s'étend de 1700 à 1450. Si vous avez déjà visité la Crète et les palais de Knossos, Malia et Phaistos, ceux que vous voyez actuellement sont donc les seconds palais donc de l'époque néopalatiale. Et enfin, l'époque post-palatiale qui s'étend plus ou moins de 1450 à 1200 et qui correspond, même si le terme est assez controversé, à l'époque mycénienne, donc c'est-à-dire à des influences continentales et à l'époque de l'administration en linéaire B qui note une forme ancienne du grec. Donc la période protopalatiale qui nous intéresse ici, ou des premiers palais, est en fait correspond aux phases céramiques du Minoen moyen et est divisée en 3 phases, c'est-à-dire le Minoen moyen 1B, 2A et 2B, qui correspondent chacun à des styles céramiques. Et en termes de chronologie absolue, elle s'étend plus ou moins de 1900 à 1700 avant notre ère. Alors, je vous propose en fait de vous présenter plutôt une petite
vue de la connaissance de la période protopalatiale que nous avons actuellement, ce qui nous permettra après d'exposer en quoi, tout au long de l'exposé, en quoi des régionalismes assez forts sont présents dans cette culture matérielle, et ce qui nous permettra ensuite de réfléchir, de voir ce que les études antérieures ont dit de ces régionalismes et les constats que j'ai moi-même pu tirer de cet état de l'art afin de guider mes pistes de recherche actuelles. Donc, comme vous le voyez, donc tout d'abord, la période des premiers palais, le phénomène majeur qui arrive à cette période, c'est bien la construction de ces édifices appelés les premiers palais. Toutefois, ce n'est pas le seul phénomène, étant donné qu'au protopalatial, on remarque vraiment une accélération et une révolution un petit peu dans la société minoenne, de par des contacts assez intensifs avec la Méditerranée orientale, mais également toute une série de développements technologiques sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, notamment l'adoption du tour de potier, la création de systèmes administratifs complexes assortis d'écriture, toutes des inventions et innovations architecturales, etc. Mais le phénomène majeur, ce sont ces premiers palais. Alors, ici, on ne parle pas du palais en termes dans sa forme construite, mais on parle plutôt du palais comme une institution. Donc, l'image qu'on a de ce palais et de l'organisation de la société protopalatiale a évolué. Arthur Evans, qui est le découvreur et l'inventeur de la civilisation minoenne au début du XXe siècle, considère le palais comme la résidence d'un roi prêtre, dans une vision très inspirée des palais orientaux qui regroupent ses fonctions économiques et religieuses. Ensuite, il faut attendre les années 70 pour que l'approche processualiste se focalise plutôt sur le palais en tant que centre d'une région, centre économique d'une région, qui a pour but la centralisation et la redistribution de denrées agricoles. Et enfin, plutôt dans les années 90 et 2000, cette vision est encore remise en question, plutôt dans une approche à ce moment-ci post-processualiste, où là, c'est l'idéologie et l'intégration sociétale qui vont être au cœur de la réflexion. Dans cette veine, on va donner de plus en plus d'importance en termes d'organisation sociétale, on va un peu se décentrer du palais et on va donner plus d'importance à ces maisons, ces élites qui gravitent autour du palais, qui sont nombreuses autour de celui-ci et qui présentent en fait des bâtiments et des objets vraiment d'une grande valeur. Et donc, on va plutôt tenter d'interpréter en tout cas la société dans une vision d'une compétition hiérarchique entre ces différentes entités. Alors, que nous dit la culture matérielle de cette organisation? Qu'est-ce qu'on remarque quand on s'intéresse un petit peu à la culture matérielle protopalatiale? Donc, j'ai nommé ici entre unité et régionalisme au pluriel ou au singulier, parce que comme vous allez le voir, que ce soit dans les différents pans de la culture matérielle, que ce soit dans l'architecture, dans le funéraire, dans les biens mobiliers ou dans l'administration et l'écriture, il y a tant des caractéristiques qui sont communes à l'île que des régionalismes locaux ou régionaux assez marqués. Je vous propose de passer un petit peu en revue cette culture matérielle pour se familiariser un petit peu avec elle pour ceux qui ne le sont pas forcément. Alors, au niveau de l'architecture, on remarque que déjà, on a cette forme à côté de laquelle on ne peut pas passer, cette véritable nouveauté qui est le palais. Mais parallèlement à ça, on a aussi toute une série d'autres édifices qu'on a appelés des édifices à haut statut ou des édifices d'élite. Donc vous en avez des illustrations par exemple sur la gauche ici avec au-dessus le palais de Knossos et sa cour centrale et en dessous le quartier mut de Malia qui est un ensemble de grands bâtiments hors du palais. On a également des édifices cultuels et c'est également la période en fait de l'organisation urbanistique des villes ou du moins des centres palatiaux avec la création de toute une série de voiries, de cours, d'espaces, de l'organisation entre l'espace ouvert et fermé, etc. Donc on est vraiment à une période où apparaissent des inventions architecturales qui deviendront par la suite des innovations dans les palais. Or, on remarque en fait ces inventions souvent, que ce soit au niveau de la technologie ou au niveau de formes comme des bains lustraux ou des halls minoens, etc., qui sont vraiment des dispositifs architecturaux, vont apparaître au début plutôt dans ces édifices à haut statut que dans le palais, d'où cette tendance à dézoomer un petit peu du palais.
Alors, quand on s'intéresse à l'architecture, on s'intéresse également à la forme construite. Donc, tant dans sa technologie, donc les moyens de construction, les matériaux de construction, les moyens de mise en œuvre, que l'organisation spatiale et fonctionnelle des édifices, c'est-à-dire la distribution des pièces, la circulation, etc. Et donc, enfin, cela nous amène aussi à considérer ce qu'on a voulu appeler l'architecture longtemps palatiale, mais comme on voit que ça se développe aussi hors des palais, ce qu'on a préféré maintenant appeler l'architecture d'élite, bien que ce terme soit toujours sujet à, voilà, à certaines controverses. Donc, au niveau de l'architecture, comme je disais, on a le palais. Donc, le palais, c'est 3 palais, donc Knossos, Malia et Phaistos, qui apparaissent. On situe cette apparition au Minoen moyen 1b, bien qu'il y ait des controverses sur leur date d'apparition et de destruction, mais c'est une forme assez canonique, donc une grande cour centrale. Les 3 palais ont une cour centrale qui fait la même dimension, les mêmes proportions, la même orientation, et 4 ailes qui sont organisées autour, où là aussi se répartissent des pièces de réception, des pièces de vie et des magasins, des ateliers, etc., selon un schéma assez canonique. Toutefois, quand on creuse un petit peu dans les palais, je veux dire, on voit que chacun des 3 palais suit une trajectoire assez locale dans sa mise en œuvre, dans sa forme, dans ses techniques, etc. Donc là, c'est déjà un premier exemple, unité, mais régionalisme. On a aussi le phénomène de l'architecture cultuelle. Donc, en Crète, il existe des sanctuaires de sommet, donc c'est au sommet de montagne, très peu d'architecture, mais surtout en fait des lieux qui sont des lieux de pèlerinage comme ça. Et par contre, on remarque qu'à Malia, par exemple, on a ici à droite, vous voyez en bas à droite, des sanctuaires urbains, qui est quelque chose d'assez caractéristique, d'assez particulier à Malia. Donc on remarque que là aussi, dans l'architecture cultuelle, on a des variations régionales qui sont quand même importantes. Alors au niveau de ces fameux bâtiments à haut statut ou d'élite, donc vous avez ici en haut le quartier mu de Malia, sur la gauche le bâtiment des Scènes à Malia et sur la droite la crypte hypostyle. Malia, voilà, il y a beaucoup d'exemples qui viennent de Malia, tout simplement parce que Malia a livré un grand nombre de ces bâtiments hors du palais, de ces quartiers un petit peu d'élite. Donc, comme on le voit, c'est dans ces quartiers que se met en œuvre l'utilisation tant de matériaux, donc vous le voyez pour le quartier mu de la brique crue, des murs de maçonnerie, pour le bâtiment des Scènes d'usage du bois particulier, et pour la crypte hypostyle, c'était une des premières attestations des murs façonnés en pierre de taille, en amouda, en grès dunaire. Et donc, en fait, toutes ces formes et toutes ces techniques semblent apparaître hors du palais dans un premier temps, pour ensuite être adoptées au sein de celui-ci. Et enfin, au niveau de l'urbanisme, donc même si les petites maisons que vous voyez sur la droite ne sont pas des vestiges protopalatiaux, ils donnent une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler une ville, les maisons de cette époque. Et comme vous voyez ici à gauche, vous avez l'exemple d'une voie processionnelle qui traverse la cour ouest du palais de Malia. Donc en plus de la cour centrale, les palais étaient dotés d'une cour ouest avec une façade monumentale, une cour pavée et cette voie processuelle qui traversait. Donc on remarque que c'est tout au plus tard, au Minoen moyen 2b, que se met en place dans les villes vraiment tout un réseau de distribution, de routes, de placettes, de lieux de rencontres, etc. Donc ça, c'était pour l'architecture. Au niveau du funéraire, on remarque là aussi qu'on a une variété de manifestations funéraires et qui sont assez cloisonnées régionalement. Ça, on pourra y revenir. Donc, au niveau des formes de sépulture, on a 2 grandes formes en Crète protopalatiale. On a d'une part la tholos, qui est ce que vous voyez sur l'image de gauche en haut. Donc, ce sont des tombes circulaires. Et d'autre part, les tombes à maison, donc sur l'image de gauche en bas, qui sont en fait des tombes rectangulaires et qui reproduisent la forme, l'aspect d'une maison, mais à plus petite échelle. Il existe également d'autres formes de sépulture, comme les tombes à chambre, où là la chambre est creusée dans le sol, ou également des tombes à cystes ou des tombes d'inspiration cycladique, mais ça, ça devient de moins en moins courant en protopalatial. Et enfin, un troisième type de tombe, si l'on peut dire, c'est l'inhumation dans un container, qu'il soit en matériaux périssables. Alors à ce moment-là, ça a très peu de chances de laisser des traces, ou dans un conteneur en argile. Et ça, on y reviendra aussi. C'est un troisième type qu'on rencontre. Donc en fait, ceci pose la question,
tout autour de la forme construite et des types d'inhumation sur lesquels on va revenir, il y a toute une série aussi dans la sphère funéraire de rituels et de biens mobiliers, tant les biens qui sont associés aux défunts que les biens et les vestiges mobiliers qui se trouvent hors de la tombe à l'occasion de cérémonies, d'enterrements, etc. On doit également, quand on approche le funéraire de cette période, se poser la question de la place de l'individualité. Comme on le verra, les tombes peuvent être sont souvent collectives, sauf dans le cas de containers. Est-ce que vraiment on a une volonté ici de maintenir l'individualité par un certain moyen, et qu'est-ce que cela nous dit de cette société ? On remarque aussi qu'on est dans une période protopalatiale qui est vraiment, qu'on peut qualifier d'entre rupture et continuité. Rupture parce que certaines formes vont vraiment se développer alors que d'autres vont péricliter au protopalatial. Continuité parce que des formes comme la tombe à maison et encore à plus forte raison la tolos vont vraiment être héritées du prépalatial et souvent vont avoir un usage continu entre ces deux périodes. On se pose également la question de ces tombes qui sont construites, donc de leur visibilité dans le paysage. Est-ce que cela constituait un marqueur visuel pour la communauté sur son territoire, mais également du rapport à l'habitat. Donc le cimetière est souvent assez proche de l'habitat, mais on voit qu'il y a quand même une envie de maintenir une distance, au moins dans le visuel, entre le monde des morts et le monde des vivants. Et enfin, la dernière question qu'on s'est posée, c'est peut-on voir archéologiquement une sélection dans la frange de la population qui a droit à ces sépultures, qui a accès, et peut-on y voir du coup une hiérarchie? Donc, je vais m'attarder un petit peu plus sur certains types de tombes. Donc, la tombe à Tolos, vous voyez ici tant un plan qu'une photo de la tombe à Tolos de Camilleri, dans la Messara, donc dans le sud de la Crète, sud-centre de la Crète. Et donc, ces tombes sont assez caractéristiques de la région, de la Messara et des Asterousia. Toutefois, il existe quelques exemples dans le nord et l'est de la Crète, mais c'est vraiment marginal. C'est vraiment quelque chose qui est caractéristique. Donc, ce sont des tombes circulaires bâties avec une assise de pierre, parfois assorties d'annexes rectangulaires à l'extérieur et qui sont souvent pourvues d'une cour où prenaient place certains rituels. Donc, ces tombes sont collectives, c'est-à-dire qu'on y mettait les défunts au fur et à mesure des décès. Et par contre, il peut arriver qu'à un moment donné, on pousse en fait les restes sur les côtés de la tombe, comme on le voit sur la photo de droite, donc dans un enchevêtrement d'eau et de biens mobiliers. Et périodiquement, il arrivait que l'on fasse un nettoyage, on procède au vidage de la tombe. On se servait donc des annexes comme ossuaires. Et à ces occasions, on pouvait donc pratiquer une fumigation, une réfraction du sol et toute une série de rituels à l'extérieur de ces tombes pour maintenir en fait les liens dans la communauté. L'autre type de tombe très populaire au protopalatial, disons, c'est la tombe à maison, donc la tombe rectangulaire, et qui, elle, est beaucoup plus caractéristique du nord et de l'est de l'île. Donc vous voyez ici une tombe, sa photo et son petit dessin schématique avec les individus qui y sont inhumés. C'est également des tombes collectives dans lesquelles on pratique également une déposition primaire, comme dans les tombes à Tolos, c'est-à-dire qu'on place le défunt juste après son décès et éventuellement après, on procède à une réduction, c'est-à-dire qu'on pousse les os ou à une collecte pour les placer dans une annexe. Alors, cela me permet de rebondir sur le troisième type de sépulture. Donc, vous voyez ici à droite de l'image que deux individus sont placés dans un conteneur. Ici, un larnax, qui est un espèce de couffin en terre cuite, comme un petit sarcophage en terre cuite. Mais on pouvait également utiliser comme conteneur des pitos, des pitoïs. Donc, le pitos, c'est un grand récipient de stockage dans lequel on plaçait alors le défunt. Ces ensevelissements en conteneur peuvent revêtir plusieurs formes, c'est-à-dire qu'on peut soit trouver un seul conteneur en pleine terre isolé, ils peuvent être groupés, ils peuvent former de véritables cimetières, ou ils peuvent être, comme on l'a vu avant, disposés tant dans les tombes à maison et parfois au sein de tombes à Tolos. Donc on parlait de l'individualité, on peut croire que cela assure une individualité, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait tant des inhumations primaires que secondaires dans ces containers. Donc cela veut dire que l'individualité peut être maintenue, mais pour un bref moment. En tout cas, à la fin, on a quand même une volonté, voilà, de collectivité.
Et sur la droite, vous voyez donc ici une tranche stratigraphique qui a une section qui a été faite devant l'une des tombes du site de Sissi. Donc les illustrations de tombes à maison et de containers viennent de ce site, qui montre en fait l'accumulation de toute une série de vaisselles, de tables et de cuisines qui témoignent en fait des rituels qui étaient effectués, des repas communautaires qui étaient effectués dans les tombes où l'on jetait après vraiment tout sur l'air extérieur. Donc voilà pour le funéraire. Donc on va passer maintenant à l'étude des biens mobiliers et plus précisément de la poterie, parce qu'évidemment les biens mobiliers c'est extrêmement vaste. Et donc j'ai choisi dans le cadre de ma thèse de me focaliser principalement sur la poterie. Alors, il est au sein de la période protopalatiale, on remarque donc pendant ces 3 phases, mais normalement il y a un B, 2A, 2B, une évolution diachronique et régionalement des types, des formes et des styles très caractéristiques. Bien que certains soient partagés à l'échelle de l'île, d'autres sont vraiment caractéristiques d'un site ou d'une région. Alors évidemment, il y a le Camarès sur lequel on reviendra, qui est vraiment ce style céramique polychrome typique de la phase protopalatiale et qui a longtemps en fait induit une division entre style palatial et style provincial. Donc un style palatial très fin, très bien décoré, très bien exécuté, et un style provincial qui était considéré comme une vulgaire imitation. On sait maintenant que voilà, cette nuance est de moins en moins acceptée au profit de régionalisme, en fait, de juste dire que les régions suivent des styles différents, s'influencent de manière différente. Alors, quand on étudie la céramique, on a également l'envie d'étudier quelque chose qui est caractéristique de cette période, c'est-à-dire l'introduction du tour de potier, donc les aspects technologiques sur lesquels nous pourrons revenir. Donc, en fait, pour aborder la poterie, je l'aborde sous 3 angles différents: la production de cette poterie, la consommation de cette poterie et la distribution de cette poterie. Alors, dans ce but, je souhaite me focaliser sur 3 types, entre guillemets, de récipients céramiques qui permettent d'apporter chacun des informations différentes et d'une nature différente. Donc, d'une part, la vaisselle de prestige, et dont le Camarès est vraiment l'illustration la plus brillante de l'époque. Donc, le Camarès, c'est ce style très kitsch de vaisselle à fond sombre, avec des décors en blanc, rouge, orange, violet et parfois jaune. Et donc dans une série vraiment dans un répertoire intarissable de motifs et d'associations de motifs. Et donc, en fait, ces types de vaisselle de prestige, et notamment le Camarès, sont à même, en fait, de témoigner du côté ostentatoire que les élites veulent montrer pour montrer leur prestige. Et donc, le fait d'étudier cette vaisselle va plutôt nous apprendre, nous donner des informations sur les phénomènes d'émulation, d'imitation, d'importation pour le prestige, pour l'idéologie, pour le symbole. Quand on regarde par contre les vases de transport et de stockage, ils peuvent nous donner une toute autre information. Donc par exemple, sur la rangée du dessus, on trouve des amphores de la Messara qui sont importées à Malia. Et donc en fait, souvent, voilà, cette amphore ne venait pas vide, elle venait pour son contenu avant tout. Et cela va donc nous permettre d'étudier en fait les échanges et voilà, les relations économiques qui pouvaient exister entre les différents sites, souvent, enfin, basées en fait sur l'étude pétrographique, donc c'est-à-dire de la provenance sur l'étude de la provenance des argiles qui ont servi à façonner ces vases. Et enfin, en dernier lieu, la céramique de cuisine est utilitaire dans son aspect, dans sa forme et dans sa fonctionnalité. Donc une céramique de cuisine est utilitaire, on peut penser qu'elle est d'office local et qu'en fait le but essentiel d'une céramique, c'est qu'elle soit fonctionnelle. C'est qu'elle est, surtout pour une céramique de cuisine, une forme qui corresponde à l'usage qu'on veut en faire, bouillir, frire, voilà, toutes sortes de cuissons, et des caractéristiques techniques, donc des parois fines, une résistance au choc thermique, etc. Donc il sera intéressant de voir cette forme qu'on pense très locale, est-ce qu'elle est vraiment locale ou en fait est-ce qu'il s'agit de caractéristiques qui sont partagées, et dans ce cas, est-ce que ce sont les vases qui voyagent en importation ou est-ce que ce sont les idées ou les potiers qui voyagent? Donc vous voyez sur la droite une illustration de vases reconstitués en archéologie expérimentale par Maino Entes, que je vous invite à découvrir, très intéressant sur les techniques de
de cuisine minoenne. Et à gauche, une illustration d'un petit plat à cuire, vraiment une forme caractéristique de l'époque. Et enfin, l'aspect technologique et les modes de production. Donc, c'est quelque chose que l'on souhaite approcher parce que l'introduction du tour au minoen moyen 1B est vraiment une révolution technologique. Alors, l'utilisation du tour, elle peut se faire de diverses manières. Donc, avant le protopalatial, on fait les vases à la main, c'est-à-dire qu'on fait un petit boudin d'argile et puis on le régularise. Avec l'introduction du tour, on peut utiliser le tour à une phase, donc on continue à faire à la main, mais on régularise grâce à l'énergie cinétique. Ou alors, on peut faire, comme vous avez sur l'illustration ici à droite, directement monter directement sur le tour. Donc, on met une balle d'argile et puis on la monte sur le tour. Et donc, nous, tout l'enjeu est de comprendre quand le tour est introduit, où le tour est introduit, parce qu'on se rend compte que le tour n'est pas introduit de la même façon pour les mêmes usages partout en Crète, sur tous les sites et au même moment. Alors, comment est-ce qu'on peut l'étudier? On n'a malheureusement pas d'atelier et pas d'outils suffisants du protopalatial. Donc, en fait, pour l'étudier, on va se baser, comme vous voyez à droite ici, sur les pots eux-mêmes, qui sont les meilleurs témoins de la façon dont ils ont été faits. Donc, on va pouvoir étudier ainsi la technologie, les variations régionales technologiques, mais également les modes de production qui vont nous permettre en fait de caractériser mieux les échanges, parce que on peut avoir sur deux sites une céramique qui semble très similaire, mais en fait en l'étudiant, on se rend compte qu'il s'agit de production locale, mais pas toujours selon les mêmes modes de production avec les mêmes technologies. Donc il s'agira d'éclairer ce que cela peut nous dire sur les relations entre les sites. Finalement, le quatrième pan de la culture matérielle concerne les écritures et l'administration. Donc, au protopalatial, le protopalatial marque en fait l'avènement du système administratif. On avait déjà quelques exemples de sceaux. Donc, les sceaux sont ces petits objets en os ou en pierre qui sont imprimés sur de l'argile fraîche. On avait déjà quelques exemples à la période précédente, mais c'est vraiment au protopalatial que cette administration se développe. Pourquoi? Parce que la société évolue, devient très dense, et donc le contact personne à personne n'est plus possible. Donc il faut vraiment des moyens plus élaborés. Donc cette administration se développe, et avec elle se développent deux écritures, le linéaire A et le hiéroglyphique crétois, qui coexistent. Toutefois, même si morphologiquement, il s'agit de deux syllabaires, on n'est pas certain qu'ils notent une langue ou deux langues différentes. Ça reste encore. Et quelle langue? Parce que ces deux écritures restent indéchiffrées. On peut toutefois suggérer par des similitudes avec le linéaire B, qui est la langue qui, elle, note une forme primitive du grec, qu'il s'agit en fait de documents administratifs, c'est-à-dire des listes, des totaux, des noms de personnes, des noms de lieux et des commodités avec leur quantité. Donc, au niveau de la fonction, on va voir qu'il y a toute une série d'objets. Donc, ces deux écritures peuvent être soit inscrites sur des documents, soit imprimées via l'usage d'un sceau. Seul le hiéroglyphique crétois est présent sur les sceaux, pas le linéaire A, mais les objets administratifs peuvent être imprimés avec des sceaux qui ne portent pas d'écriture. Ils appartiennent toutefois quand même à cette tradition. Donc, on s'intéressera ici à la fonction en fait de ces deux langues et à leur coexistence, parfois au sein de même dépôt, mais surtout leur coexistence à l'échelle de l'île au même moment. Donc vous pouvez voir ici l'exemple d'une petite tablette en linéaire A. Sur la gauche, un petit pot qu'on appelle des petites cruches de Camésie avec du hiéroglyphique crétois peint par-dessus. Et sur la droite, vous avez deux exemples en fait de sceaux prismatiques à 4 et 3 faces qui sont caractéristiques d'une production maliote. Donc tant au niveau des sceaux qu'au niveau de l'écriture et des formes d'administration, c'est très marqué. Le hiéroglyphique crétois est utilisé dans le nord et l'est de la Crète, tandis que le linéaire A est vraiment propre à la région sud-centre, donc la Messara. Ce qui n'empêche pas qu'on ait parfois la coexistence ou des documents qui se retrouvent hors de leur ère culturelle. Et donc, il s'agira d'expliquer pourquoi, qu'est-ce que cela nous témoigne en termes de relations. Alors, donc, on voit que ces régionalismes sont assez évidents dans plein de pans de la culture, sont assez marqués dans plein de pans de la culture matérielle.
Et on a donc essayé, dans la littérature, dans la recherche, de les caractériser. Donc on a souvent parlé, pour les décrire, de régions, d'États, de polities. En fait, on a essayé de donner un cadre conceptuel à ces régionalismes. Toutefois, on remarque que souvent, on ne les comprend pas encore assez et on veut déjà les nommer et les expliquer. Et donc, en fait, plusieurs études se sont penchées sur ces régionalismes, donc en fournissant des études régionales. On peut résumer les études très grossièrement en 3 tendances. On a la tendance de la culture matérielle, l'étude de la culture matérielle qui caractérise les approches de chercheurs tels que Cadogan pour ça ou Bettencourt et qui en fait repose sur l'ère de diffusion d'une production matérielle, par exemple un type de vase. On va chercher à voir l'étendue, l'ère sur laquelle ce type de vase est diffusé à partir d'un centre de production. Et cela consiste donc en fait à mettre des points sur une carte à la façon présence-absence d'un certain type matériel. Ensuite, il y a une seconde approche qui a plutôt caractérisé les travaux de Knappett et Relaki, qui est celle des pratiques et des réseaux. C'est-à-dire qu'on se base toujours sur une distribution d'éléments de la culture matérielle, mais on cherche à aller plus loin qu'une simple présence-absence et qu'une simple étendue. On cherche ici à expliciter des relations, qu'elles soient idéologiques, économiques, politiques. Elles peuvent être les 3, elles peuvent être 1, 2. Voilà, on essaye de distinguer un petit peu ce que cette distribution nous dit de la relation entretenue entre les sites. Et enfin, une troisième approche, c'est celle des systèmes d'information géographique et plus territoriale, qui caractérise notamment les travaux de Whitelaw et de Milan de Leon, qui là va plus s'attacher, et donc vous en avez une illustration en fond, qui va plus s'attacher en fait au territoire géographique proprement dit spatial, c'est-à-dire qu'à partir d'un centre, on va tenter, avec ces systèmes d'information géographique, de déterminer le site catchment, donc le territoire nécessaire à un site pour répondre à ses besoins en production agricole, par exemple. On va chercher à voir quels sont les territoires autour des sites, dans 10 km, ou alors, avec le calcul de coût-distance, où peut-on accéder en 2 heures de marche à partir d'un site. Donc toutes ces approches se complètent évidemment, mais elles ont chacune des apports très non négligeables, mais aussi des limites. Et donc c'est le constat que j'ai pu tirer de tout cet état de l'art et surtout de ces études antérieures qui m'a amené à noter 4 points. Donc d'une part, le fait que ces études sont trop souvent monolithiques chronologiquement, c'est-à-dire que la période protopalaciale s'étale sur 2 siècles et souvent on la considère dans les études comme un tout. Or, on voit par des études ciblées sur certains sites qu'il y a une évolution notoire au sein de ces 2 siècles. Par exemple, certains sites regardent plus vers une région au début du protopalacial et puis vers une autre ensuite. Donc il y a vraiment une nécessité d'adopter une approche diachronique et d'essayer d'être le plus précis, autant que la culture matérielle puisse nous le permettre, possible. Ces études sont également souvent focalisées sur un site ou une région. La région de Malia-la-City, donc dans le centre-est de la Crète, a abondamment été étudiée pour la période protopalaciale, alors que la Messara l'a surtout été pour la période prépalaciale, Knossos et sa région pour la période néopalaciale, et l'ouest de la Crète souvent pour le post-palacial. Alors, souvent, on constate qu'une région est étudiée à partir d'un centre. Donc, comme le Malia City State le dit très bien, on a voulu déterminer quel était le territoire autour du site palatial de Malia. Donc, on part en considérant déjà que Malia est le centre. Alors, cela nous montre en fait le manque de considération des sites secondaires et surtout le manque d'articulation dans ces études entre un site et sa périphérie. Un troisième constat que nous avons pu tirer, que j'intitule concept et anachronisme, c'est que souvent on a une réflexion un petit peu tautologique, c'est-à-dire qu'on veut expliquer l'émergence et caractériser d'état, de région, une entité avant de comprendre son fonctionnement. Et anachronisme parce qu'on a souvent en fait essayé d'expliquer le protopalacial en comparaison ou justement par opposition avec la prétendue unité cnossienne ou avec l'organisation très économique de l'administration en linéaire B au post-palatial.
Enfin, un quatrième constat, c'est l'investigation sélective de la culture matérielle. Donc souvent, les études se limitent à une simple présence-absence de traits de la culture matérielle. Alors que des études individuelles, que ce soit dans le milieu funéraire, sur les écritures, etc., sont des spécialités à part, étudiées abondamment par les spécialistes de la question et qui, eux, adressent vraiment les implications sociétales de ces problématiques. Toutefois, on remarque qu'au niveau, quand on veut faire une étude régionale, on perd un petit peu cette précision, ou en tout cas, on n'articule pas les données entre elles. On n'articule pas ce que dit le funéraire avec ce que dit l'administration, etc. Pourtant, cet enchevêtrement est omniprésent dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on trouve de la poterie dans les tombes, on trouve de l'écriture dans toute une série de sites. Donc voilà, cet enchevêtrement, il est là dans les faits et malheureusement, il est très cloisonné dans la recherche. Tout ça, en fait, me pousse à vouloir effectuer une étude qui soit à la fois diachronique, multiscalaire, inductive et multimédium. Donc, on peut regarder plusieurs traits de la culture matérielle. Cela m'amène donc à vous présenter la méthodologie que j'ai choisie pour ma recherche doctorale. Je précise toutefois que c'est une méthodologie qui n'est pas du tout exclusive à l'étude de l'Égée ou de la Crète protohistorique, mais qui utilise vraiment des concepts pris dans d'autres disciplines et appliqués, pour mon cas d'étude ici, à la Crète protopalatiale. Donc la culture matérielle, comme on l'a vu, est divisée en différentes catégories d'objets qu'on peut qualifier de traits de la culture matérielle. Pour chacun, une variété de pratiques ou de traditions existe. Donc, comme on l'a vu pour le funéraire, il existe beaucoup de traditions et de pratiques locales. Donc, ces pratiques sont un ensemble de gestes répétés et signifiants qui illustrent des choix techniques et des comportements sociaux. Et ces traditions partagées, donc à l'échelle locale, vont former, en fait, si on dézoome un petit peu à une échelle plus régionale, une communauté de pratiques, donc une communauté de sites ou de personnes qui utilisent une même tradition ou une même pratique. Et donc, en fait, l'étude des pans de la culture matérielle qui vont être investigués vont nous permettre de voir qu'est-ce qu'on étudie, et l'approche multiscalaire et la structure vont pouvoir vous détailler comment je souhaite l'approcher. Donc, revenons sur la communauté de pratique. Donc, la communauté de pratique est une notion théorique, un concept qui a été mis au point dans les années 90 par Étienne Wenger et en fait qui concernait au tout début les sciences de l'apprentissage. Mais donc, on retire ce concept qui a été appliqué par d'autres avant moi à l'archéologie et précisément à l'archéologie minoenne. Donc, pour que vous compreniez, donc une pratique, on peut l'entendre comme une série de compétences, de tâches et d'actions tangibles mises en œuvre par des agents, mais aussi comme toutes ces significations, ces relations, les artefacts, les conventions, les valeurs et les représentations qu'elle induit. Donc, une pratique peut être implicite ou tacite, conflictuelle ou harmonieuse, privée ou publique, compétitive ou coopérative. Donc, on le voit, une pratique est un bon concept parce que ça peut regrouper vraiment toute une série de choses, qu'elles soient matérielles ou moins matérielles. Et donc, une communauté de pratiques va permettre en fait du coup de lier des individus par leur participation à cette pratique et des objets par la réification qui est opérée à travers eux. Tout cela dans le but d'une négociation de sens et d'identité. J'ai choisi pour articuler ces communautés de pratiques à un niveau supra-régional et insulaire d'utiliser le concept de réseau. C'est-à-dire qu'un réseau les réseaux permettent en fait d'étudier la relationnalité et les interactions entre des actants. Le réseau porte en lui des dimensions sociales, spatiales et matérielles, c'est-à-dire qu'il permet de lier tant des individus que des endroits que des objets. Chaque nœud d'un réseau, qu'on considère ici comme un actant, donc ici ce nœud sera la représentation de communautés de pratiques, implique des objets mis au point par des individus. Donc ça permet vraiment de faire le lien entre les personnes, les objets et leur utilisation. Et l'intégration entre ces différents nœuds, ces différents points du réseau, c'est cela qui forme en fait le réseau et qui explicite les relations qui sont entretenues. Alors, un réseau a deux avantages, à mon sens. C'est qu'il n'est pas obligatoirement, les réseaux ne sont pas obligatoirement géographiques. C'est-à-dire que on peut, après avoir fait cette analyse des réseaux, des liens qui entretiennent les sites, les communautés, etc. ensemble, on peut les transcrire sur une carte pour leur donner une profondeur spatiale. Mais ce n'est pas obligatoire, ça peut venir dans un second temps.
Ensuite, le réseau est à même de témoigner de l'intensité, du sens et de l'évolution des interactions. C'est-à-dire qu'on peut voir de quel site, par exemple, part une pratique ou une communauté de pratiques et comment elle se diffuse, et cela de manière diachronique. Au niveau des pans de la culture matérielle investiguée, donc je les ai introduits tout à l'heure, et je me concentre dans le cadre de ma recherche sur des questions précises qui touchent à ces pans de la culture matérielle. Donc ils sont 4. Donc l'architecture des bâtiments d'élite va être analysée en fonction de sa forme comme une forme construite, donc dans l'élaboration de son plan, les formes architecturales spécifiques et les techniques et matériaux spécifiques, mais aussi dans un aspect fonctionnel, donc qui essaye de définir l'usage des différents espaces et l'organisation de ces espaces. La sphère funéraire sera approchée d'une part en considérant la tombe en tant que forme construite, donc dans ses matériaux et sa technique architecturale, mais aussi dans la relation à son environnement, comme on en a parlé. Donc, est-ce que les tombes sont groupées, leur orientation, quelle est leur distance de l'habitat et leur visibilité dans le paysage, comme rôle de marqueur dans le paysage. On va également considérer la tombe comme le réceptacle de pratiques funéraires, donc c'est-à-dire qu'on va vouloir regarder s'il s'agit d'inhumation primaire ou secondaire, collective ou individuelle, quels sont les traitements et les manipulations qui sont appliqués au reste. Et enfin, on va vouloir regarder également les rituels associés, leurs manifestations matérielles. Donc, on l'a montré, les traces de banquets, de culte aux ancêtres, etc. Et enfin, lier cela à la communauté, c'est-à-dire est-ce qu'on peut voir une sélection dans la communauté ou une hiérarchie des pratiques. Troisièmement, les biens mobiliers seront approchés ici par une étude typo-stylistique et technologique des produits finis, en se concentrant, comme on l'a dit, sur la poterie. Donc cela en fait aura comme but d'éclairer les modes de production avec l'analyse de la chaîne opératoire et de l'organisation de la production, les modes d'échange avec les importations, les imitations et caractériser de quelle nature et comment celle-ci s'opère, et enfin d'utilisation avec une analyse fonctionnelle, contextuelle et symbolique. Et comme on l'a dit, cela se fera à travers l'analyse de la céramique tant de prestige, de transport et de stockage que de cuisine. On va questionner en fait la diffusion de ces objets. Est-ce que ce sont les objets qui voyagent et ou les idées ou les potiers qui voyagent? Enfin, au niveau des systèmes administratifs, on va les étudier dans leurs différences et leurs ressemblances morphologiques et dans leurs fonctions, mais également dans leur coexistence et leur utilisation. Donc, comme on le voit, pour ces 4 points de la culture matérielle, on va surtout s'intéresser à leur diffusion. Ils sont très caractéristiques de régions, de localités, ils sont très locaux. Et donc, on va voir que dit leur diffusion et leur coexistence au sein des sites, mais aussi à l'échelle de l'île. Pourquoi est-on face à 2 ou 3 ou plusieurs traditions funéraires? Pourquoi est-on face à plusieurs traditions administratives? Et qu'est-ce que cela dit des relations entre les sites? Enfin, au niveau de la mise en place de cette étude, je choisis donc d'utiliser une approche multiscalaire et de structurer mon travail en 3 parties. Donc, tout d'abord, un catalogue des pratiques locales viendra pour chaque site recenser les pratiques des pans de la culture matérielle. Donc, comme on l'a dit, il peut y avoir une coexistence de pratiques. Par exemple, au niveau funéraire, sur un même site, on peut avoir plusieurs pratiques funéraires qui coexistent. Et cela permettra déjà au niveau local de questionner cette coexistence, c'est-à-dire s'agit-il d'une compétition sociale, une suprématie politique d'apports exogènes? Cela, en fait, cette étape se fera principalement sur la base d'un dépouillement bibliographique, mais aussi sur l'étude de première main que j'ai déjà menée sur les sites de Sissi et de Malia et qui sera complétée par des séjours d'études sur les sites notamment de Knossos, Noklos, Palais Castro ou encore Festos. En plus de ce catalogue, je souhaite fournir une base de données qui servira en fait d'outil synthétique de ces pratiques pour pouvoir permettre de les classer par pratique ou par région ou par site, etc. et qui servira alors de réceptacle pour la bibliographie, les illustrations, etc. Donc vraiment un outil qui viendra en plus du manuscrit de thèse. La deuxième étape de mon étude est donc une analyse, une fois les pratiques locales identifiées, une analyse comparative des communautés de pratiques supralocales et des réseaux insulaires. C'est-à-dire que on va pouvoir identifier alors quelles pratiques sont communes à plusieurs sites au niveau supralocal. Et
aussi quelles sont les interactions entre ces communautés de pratique, c'est-à-dire entre plusieurs communautés de pratique. Est-ce qu'il existe des dynamiques similaires ou est-ce que des sites sont reliés de manière similaire? Par exemple, est-ce qu'une communauté de pratique funéraire relie les mêmes sites ou suit les mêmes dynamiques qu'une communauté de pratique administrative? Cela va permettre en fait de faire émerger des réseaux à l'échelle insulaire, donc selon la définition qu'on a donnée, et de passer donc d'une situation observée à son interprétation. On le rappelle donc, le choix des réseaux permettra de mettre en avant les hiérarchies entre sites, le sens des échanges et des évolutions diachroniques donc dans ce qu'on souhaite faire pour notre étude. Enfin, la dernière étape, la synthèse interprétative, viendra définir les entités appréhendées, c'est-à-dire que là, on va pouvoir suggérer quelles sont les relations et de quoi elles témoignent. Est-ce qu'on est face à un ou plusieurs états, un autre type d'organisation, etc. Et aussi de confronter en fait ces interprétations aux modèles déjà existants que j'ai présentés dans les études régionales antérieures et venir voir en quoi elles les confirment, elles les infirment, elles les nuancent surtout. Alors voilà, juste un petit mot pour conclure au niveau du catalogue. Donc le catalogue ici va reprendre une quarantaine de sites minoens, protopalatiaux. Et ce catalogue, en fait, permettra vraiment une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir du site, du matériel, d'une étude la plus neutre possible, du matériel qu'on trouve sur le site, pour pouvoir en fait appréhender à l'échelle des pratiques locales et puis ensuite à l'échelle supralocale et puis à l'échelle insulaire. Donc par exemple ici, les sites de Sissi et Malia sur lesquels j'ai pu travailler avec du matériel de première main permettent en fait de donner un matériel complémentaire, varié, mais en l'étudiant de manière bottom-up, on va pouvoir en fait essayer de comparer au mieux des sites qui ne sont pourtant pas très similaires. Par exemple, à Sissi, on a une architecture qui manque pour la période protopalatiale, une architecture de l'habitat, j'entends, mais par contre, on a une nécropole qui est très riche, qui a été fouillée avec des anthropologues et donc qui nous permet d'approcher l'archéothanatologie, donc l'étude des pratiques funéraires, d'une manière vraiment presque unique en Crète, alors qu'à Malia, on a des nécropoles mais qui ont été fouillées à date très ancienne et dont les informations sont très pauvres. Donc le fait de multiplier les sites, d'essayer de prendre des sites sur toute la Crète de types différents, va, je l'espère, me permettre d'obtenir le catalogue le plus complet possible qui sera à même de refléter ces pratiques et ces communautés de pratiques. Donc voilà, ça c'était une introduction, je l'espère, plutôt pas trop assez claire. Et donc, je suis toutefois très contente si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir l'un ou l'autre sujet, si vous avez des suggestions aussi par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention.